Amis internautes, bien le bonjour et bienvenue sur ma petite chaîne En avant les histoires. Et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Merci à vous et j'espère que mes vidéos vont vous plaire. Et je vais commencer comme d'habitude avec ma locution latine. Errare humanum est, perseverare diabolicum. Se tromper est humain, persévérer est diabolique. Persévérer dans l'erreur, bien évidemment. Alors une petite intro aujourd'hui très courte. Déjà pour vous dire que je suis sur ma petite chaîne, donc je fais un peu ce que je veux, entre guillemets. C'est-à-dire que si j'ai envie de traiter le fond et la forme, bah, je le fais. Si j'ai envie de dire que les gens gagnent des sous et que je trouve ça pas normal, je le fais. Si je trouve que le montage n'est pas beau, si je trouve que la voix narrative est limite comment dire, soporifique, bah, je le dis parce que je suis sur ma petite chaîne et je vais continuer à faire ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai fait toute ma vie en fait. Deuxièmement, je m'étais dit que j'allais jamais répondre aux commentaires sous mes vidéos. Parce que voyez-vous, j'ai un gros souci, c'est que je suis handicapé et c'est une partie de mon handicap me gêne énormément pour écrire. Alors pour lire ça va relativement bien, mais pour écrire c'est plus problématique. Donc je m'étais juré de pas répondre aux commentaires parce que j'avais honte de mes fautes d'orthographe, parce que j'en fais énormément, vraiment énormément. Et là, suite aux vidéos sur Joli Cover, je me suis dit que je pouvais pas laisser de tels messages sans réponse sous mes vidéos, donc j'ai répondu. Bien sûr, on s'est moqué de moi parce que je faisais des fautes d'orthographe. Alors ces gens-là, je leur en veux pas, ils savent pas pourquoi je fais des fautes. Hein. Je fais des fautes parce que je suis handicapé. Donc je veux pas m'en excuser, parce que j'ai pas à m'excuser d'être handicapé. Par contre, il faut juste en prendre compte. Je le répéterai de temps en temps dans les vidéos. Je réponds maintenant que j'ai mis ma honte derrière moi et je me suis dit, il faut que je réponde. Tant pis si je fais des fautes. J'essaye d'être le plus clair possible. Et j'essaie de faire le moins possible, mais malheureusement, il en reste plein. Voilà. Et on attaque avec cette vidéo, suite à la vidéo qu'on a fait avec Alexis. Cette vidéo que j'avais nommée à l'arrache sur Joli Cover, sur sa chaîne, que j'avais appelée Joli Cover du mythe à la légende en passant par le plagiat. C'était une analyse de sa vidéo à l'origine de Gizeh. Donc nous avons fait des erreurs, donc je retrouve Alexis Sédou pour en parler. Voilà, bon visionnage, merci, salut. Eh bien Alexis, bien le bonjour pour cette petite vidéo du matin, comme je le dis d'habitude. Comment vas-tu ce matin Alexis? Eh ben, écoute, ça va. Ça Café va à côté, en forme, les connexions fonctionnent, ça va. Bon, très bien. Bon retour de voyage, tout va bien. Donc tu étais où là? J'étais en Ouzbékistan. J'ai accompagné un voyage en Ouzbékistan. Ça mérite d'en parler un jour. Il faudra qu'on en parle parce que c'est quand même une région ultra intéressante avec des sites assez remarquables, notamment les pays des Sogdiens, donc un groupe culturel qui a été des grands marchands persophones, voilà, au 6e, 7e, 8e, 9e siècle. Un sujet ultra intéressant. Voilà. D'accord. Donc je vois bien que tu expliques quand même en quelques mots, ton travail. C'était parce que tu fais quand même pas mal de conférences avec du public sur site. Oui. Le travail, c'est ça. En fait, le travail de guide conférencier, c'est en fait d'accompagner un groupe dans un pays étranger et d'expliquer entièrement l'histoire, la culture, la géographie de ce pays. Donc, on va pas partout. Moi, je vais dans les pays sur lesquels j'ai travaillé déjà. Hein. Il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur les mondes perses pour avoir travaillé ça à l'université, puis ensuite avoir été pas mal dans ces coins-là. Et donc, effectivement, ça veut dire que là, c'est des conférences, plusieurs conférences par jour, hein, pour expliquer l'évolution du pays, la structure, l'architecture, l'archéologie, hein, la stratigraphie, enfin tous les éléments nécessaires.
Et là, par exemple, sur la liste centrale, ça veut dire qu'on est sur un nombre de sites extrêmement important, extrêmement différents, des villes, des sites de campagne, des sites anciens, des sites plus modernes et contemporains. Enfin voilà, c'est très très varié. Ça demande une grande largesse d'explications qui va de les débuts du commerce sur les routes commerciales d'Asie centrale à l'évolution de l'islam post-timouride, voilà, ou jusqu'à l'occupation de ces régions par les Russes au 19 et au XXe siècle, ou la période soviétique. Enfin, tout ça se demande à être expliqué et complet sur les sites en question. C'est-à-dire qu'on ait un coup dans des villes comme Boukhara, dans les palais d'été des émirs, dans les forteresses, enfin, c'est tout ça le travail. Voilà, ça se prépare, c'est pas mal de boulot sur place. Ouais, parce que tu connais pas tout non plus, tous les sites par cœur, évidemment. Non, bien sûr. Bon, l'Ouzbékistan, j'y suis déjà allé, mais ça demande de toute façon d'avoir des notes, de préparer des notes, et puis de réviser ces notes aussi de temps en temps, et puis de temps en temps de corriger des choses en disant, voilà, là, je suis pas très sûr de moi, donc je vais chercher un peu les données. Donc ça, c'est tout le travail préparatoire qu'on fait, évidemment. Ouais, et puis surtout, tu passes d'un pays, du coup, d'une civilisation à l'autre. Voilà. Enfin, en 15 jours, tu peux passer de l'Écosse à l'Orient, quoi. C'est ça. Là, j'étais en Asie centrale. Le coup d'avant, j'étais dans les cités du Nord. Hein. J'étais à Copenhague, Oslo et Stockholm. Hein. Donc, on parle beaucoup plus de choses qui n'ont peu de rapport avec l'Asie centrale. Ouais. Même s'il y a toujours des petits rapports, hein, mais bon, les rapports sont quand même ténus. Hein. Là, en l'occurrence, on pourrait parler d'Ibn Fadlan, qui est au début du Xe siècle, un voyageur musulman qui part de Bagdad, qui se rend en moyenne Volga et qui rencontre des Vikings et qui le raconte dans des textes. Bon, voilà, le rapport c'est juste ça. Voilà, d'accord. C'est pas tout à fait la même chose, hein, évidemment. Ouais. Voilà, mais effectivement c'est ça. Tu as fait l'Amérique du Sud un peu ou pas ? Oui, ça fait partie des endroits où je vais. Amérique centrale, Amérique du Sud, ça fait partie des endroits où je vais. En fait, quand j'ai commencé ce métier, mais là où j'étais, mes principaux travaux, c'était tout ce qui était les mondes hispaniques. Donc Espagne et Amérique centrale et Amérique du Sud. Donc évidemment, Chili, Argentine, Mexique, voilà, des pays comme ça. Très bien. Ben, très beau métier, je trouve, moi. Très beau métier, franchement. Oui, ça va. Franchement. Enfin, revenons à nos moutons. Hein. Oui. Revenons à nos moutons. Car nous avons fait un chapitre, le chapitre 1 sur Joli Couvert. Nous avons fait cette vidéo, comme je l'ai dit dans l'introduction, un petit peu à l'arrache. C'est-à-dire que le but, c'était de faire ça assez vite. Oui, absolument. Pour savoir ce qu'on pouvait vérifier en quelques jours. Et nous avons commis des erreurs. Erreur qui a été relevée par un monsieur qui s'appelle Aurélien Roland. Oui. Alors c'est un post, hein, c'est un post sur Facebook qu'il a posté sur une page qui s'appelle Archéo-astronomie et mythologie. Oui. Alors ce post il a posté, il te l'a pas posté directement, il t'a pas écrit. Alors, il m'a prévenu avant, il m'a envoyé un petit message avant pour me dire que il avait posté ce post. Alors je lui ai dit, bah écoutez, je lui ai dit un peu sèchement parce que quand on s'aperçoit qu'on fait des erreurs, on n'est pas content contre soi-même d'abord. Hein. C'est la première personne que l'on met en avant. Qu'on engueule. Voilà, qu'on engueule, voilà. Et puis je lui ai dit, bah écoutez, j'attends votre post et comme ça je vérifierai. Bon, voilà. Donc alors René Roland, moi j'ai communiqué avec lui plusieurs fois. Hein. C'est quelqu'un qui connaît très très bien les questions d'archéoastronomie. Hein. Voilà, et qui à mon sens, devrait écrire des articles sur ce domaine, parce qu'il le connaît vraiment bien. Hein, bon, alors il a vérifié. Alors il faut vérifier, c'est très bien. On l'avait dit nous dans notre vidéo. Hein, surtout, vous vérifiez ce qu'on dit. Bon. Et effectivement, on est allé un peu vite. Et toi et moi là-dessus, et on a effectivement laissé des erreurs. Alors, comme il le dit dans son post, les erreurs que l'on a laissées ne modifient pas du tout les conclusions que l'on a, hein, à savoir que Joli Couvert a menti et a plagié, hein, ça là-dessus on est d'accord, mais effectivement on a fait un certain nombre d'erreurs parce qu'on était trop vite, hein, notamment pour moi, si tu veux, je commence là-dessus, hein, sur deux auteurs que
que j'ai lu, mais j'ai lu trop vite. Et en fait, quand on fait une vérification rapide, évidemment, on a les documents en main, on fait des recherches dans ces documents-là, et on fait des recherches essentiellement par mots-clés. Hein. On va chercher quelques mots-clés et on va essayer de trouver s'ils collent. Bon. Et j'ai pas trouvé les mots-clés, et parce que je les ai pas suffisamment bien orthographiés. En fait, j'ai orthographié une orthographe à l'anglaise, hein, et pas une orthographe à la française dans la traduction. Et c'est une erreur de ma part, parce que on apprend quand on travaille sur des textes anciens, à faire ce qu'on appelle de la lemmatisation. C'est-à-dire qu'un mot, il n'est pas forcément écrit de la manière dont on s'attend. Hein. Et donc, on a des techniques pour écrire le mot sur une partie du mot simplement, qui est une partie d'une branche commune, hein, et puis ça lui permet de faire une recherche plus large. Je ne l'ai pas fait. C'est une erreur de ma part. Évidemment, une fois que les erreurs ont été relevées et que j'ai vu le post, eh bien, j'ai été re-regardé. Hein. J'ai même retéléchargé, je me suis rendu compte que j'avais les mêmes choses, que j'ai retéléchargé. Et évidemment, on a écrit un article, j'ai écrit un article corrigeant ces erreurs-là. Alors, d'abord, moi je remercie Aurélien Roland de vérifier, parce que ça veut dire qu'il a été attentif au travail et que dans la science, cette relecture par les autres, hein, c'est une des bases qui permet d'objectiver la science. C'est extrêmement important. Hein. On fait tout ça, tout article écrit de manière scientifique. Hein, voilà, moi, quand j'écris des articles scientifiques, ils sont relus par d'autres, hein, et qui vous renvoient des questions en disant, attendez, là vous avez dit ça, mais est-ce que bon, et puis là vous n'avez pas utilisé cette source-là, pourquoi? Bon, donc ça c'est la première chose, hein, et puis ça nous a permis à la fois de corriger ces choses-là. Et puis ça nous a également permis de montrer qu'en réalité ce qu'on avait dit était tout à fait exact. C'est-à-dire que oui, c'est des corrections sur des petites erreurs. Donc ces deux auteurs, Al-Masoudi et Al-Makrizi, où effectivement je n'avais pas du tout repéré qu'ils mentionne bien le personnage de Souride, et que Souride parle bien du fait qu'il va, en attendant le déluge, va enfermer un certain nombre de choses dans les pyramides. Hein, donc c'est une erreur de ma part. Hein, bon, mais le reste est confirmé. Hein, c'est-à-dire que même si ça est exact et présent dans ces sources-là, ça ne modifie pas le fait que Julie Couvreur a totalement tronqué les sources et celle-ci, parce que même dans celle-ci, elle a dit des choses que les sources ne disent pas. C'est ça, parce qu'on est toujours, je rappelle, on est toujours dans le Sphinx avec ses passages secrets, ses salles souterraines et ces machines de science-fiction. Donc là, il n'y a pas de description de l'intérieur du Sphinx. Ils disent pas qu'ils sont rentrés dans le Sphinx pour visiter des kilomètres de tunnels ou je ne sais quoi. Non, elle parle des pyramides, hein, très clairement. C'est effectivement ce que disent ces deux auteurs-là. Hein, et en parlant des pyramides, effectivement, elle parle de choses cachées, hein, qui sont cachées pour en attendant du déluge. Hein, donc ça, c'est tout à fait ce qui est dit, mais pas du tout de passage sous le Sphinx. Hein, voilà, effectivement, il évoque donc les deux ouvrages, hein, Al-Masoudi et Al-Makrizi, et évoque Souride, évoque les trésors et les connaissances pour les projets du déluge à venir, mais aucune salle souterraine sous le Sphinx. Donc voilà, on est encore dans quelque chose qui ne peut pas être vérifié, ces éléments-là. Et c'est intéressant parce que j'ai retravaillé un peu sur ces deux sources-là et sur la manière dont c'est construit. Bon, je suis encore en train de travailler dessus, mais ça n'atteste pas du tout que Julie Couvreur a raison dans ses affirmations. Que c'est important de le dire. Je veux dire, si elle avait raison, on le dirait aussi. Encore une fois, nous sommes honnêtes. Hein, on n'est pas là pour faire la guéguerre ou pour faire chercher le monde. On est juste là pour mettre un peu d'équilibre dans la balance en disant non, ça c'est faux, ça c'est vrai. Et s'il y avait des choses vraies, on le dirait. Enfin, moi, franchement, on le dirait, honnêtement. Bien sûr. Donc effectivement, des erreurs relevées par Aurélien Roland que nous avons corrigées et qui nous permettent maintenant, d'assurer ce qu'on a dit dans la première vidéo et dans l'article, hein, montre que Julie Couvreur a menti sur les sources et a plagié certaines sources. Alors moi j'ai fait des erreurs aussi hein, sur Wallis Budge. Comme je parle très mal l'anglais, j'ai mal lu, donc j'ai mal traduit. Donc effectivement, il parle du Sphinx, comme quoi il a probablement été plus ancien que les pyramides, mais c'est tout ce qu'il dit. Encore une fois, il ne dit pas être rentré dans le Sphinx, il dit pas avoir trouvé des salles secrètes. Et Richard Pancock, je ne l'avais pas lu, donc on l'avait dit dans la vidéo qu'aucun de nous deux ne l'avait lu. Donc toutes ces corrections, on peut retrouver tout dans ces articles, Alexis ?
Ouais, j'ai évidemment fait une correction, une version corrigée de l'article, hein, où d'ailleurs j'indique hein, d'où viennent les erreurs et qui les a mises en avant. Hein. C'est normal, c'est comme ça qu'on fait. Hein. Je veux dire encore une fois, en science, c'est comme ça qu'on fait. En science, on peut pas ne pas se tromper, ça n'existe pas. Je veux dire, et c'est en se trompant qu'on apprend, parce que ça nous oblige à être plus vigilants. Voilà, et donc ça nous apprend des choses qu'on n'a pas vues. Hein, moi, ces passages de ces deux auteurs musulmans, bah, je les avais mal lus, je les avais pas bien vus, bah, maintenant je les connais, et donc maintenant je peux m'en servir. C'est ça. Et maintenant, je peux m'en servir dans le reste de mes travaux hein, si j'en ai besoin. Voilà, et puis c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Enfin, Oui. moi, voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Comme tu l'as dit, la science, ça marche comme ça marche que par vérification. Bien sûr. Ça ne marche que par vérification. Bien sûr, bien sûr. Et si moi, j'avais pas vérifié mes propres dires et mes propres croyances, eh ben, je serais encore aujourd'hui croyant, et je ne le suis plus. Parce que j'ai fait des vérifications sur mes propres croyances. Absolument. Tout simplement. Absolument. Et il ne faut pas croire que c'est que les sciences humaines hein, et sociales. Hein. Toutes les sciences fonctionnent par vérification. Hein. Quand un physicien apporte une nouvelle hypothèse, hein, il présente une expérience. Cette expérience, elle est refaite et objectivée par d'autres chercheurs. Hein. Et quand un chercheur en sciences humaines, un historien, un archéologue présente une nouvelle hypothèse, ses sources sont vérifiées par d'autres chercheurs, et ce qui fait que sa subjectivité ou ses biais, parce qu'on a tous une subjectivité et tous des biais, vont être corrigés par le nombre de personnes. Voilà. Alors, et en science, il y a un protocole pour une expérience, par exemple. Bien sûr. Le protocole est pratiquement plus important que le résultat, Absolument. Le résultat final, en fait. Absolument. C'est-à-dire que les vérificateurs vont vérifier d'abord le protocole. Comment il a fait, et il faut qu'on refasse exactement pareil pour arriver au même résultat. Absolument, absolument. Et en sciences humaines, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire que la conclusion, c'est celle qui est issue de l'analyse et de la critique des sources. Qu'est-ce qu'on va commencer par vérifier? Les sources. Et la manière dont elles ont été lues. Hein. Et puis, bien sûr, le contexte des sources. Donc, les études qui ont été utilisées pour mettre en avant ces sources. Prenons l'exemple pour Julie Couvreur de la stèle de l'inventaire. Hein. La stèle de l'inventaire, c'est une source. Bon. Évidemment, l'important, c'est de vérifier de quand date cette source, de quand est-ce qu'elle est mise en avant, et de ce contexte. Et c'est ce qui est fait. Voilà. Et une fois que c'est fait, eh bien, on peut dire, voilà, dire que la stèle de l'inventaire rappelle une stèle de la 4e dynastie, ça ne fonctionne pas, parce qu'à la 4e dynastie, un certain nombre de mots n'étaient pas utilisés, un certain nombre de cultes n'étaient pas utilisés, et la présence même d'un certain nombre de temples qui sont mentionnés dans cette stèle n'existait pas à la 4e dynastie. Donc, cette stèle n'a pas pu être une copie de la 4e dynastie, mais est forcément une stèle plus récente. Bon, et on connaît parfaitement le processus en histoire. Hein, on légitime quelque chose avec l'appel du passé, même si ce passé est imaginaire. Et là, c'est le cas. La correction à apporter ne modifie pas les conclusions de notre vidéo. Voilà, surtout qu'il le dit dans son post. Hein, il le dit parfaitement dans son post. Ça ne change rien au contenu de toutes les vidéos de Julie Couvreur. Hein. C'est de la soupe, hein, et on peut le dire. Est-ce que as-tu quelque chose à rajouter sur nos vérifications les vérifications sont faites, et juste dire qu'on fait toujours comme ça, et qu'on refera comme ça quand le cas échéant. Enfin, je veux dire, c'est vraiment il faut bien dire que c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Quand on publie un article, hein, quand je publie un article par exemple, même un article sur Academia, donc qui est pas dans tous les processus, hein, c'est un article que je fais relire chaque fois, et par plusieurs personnes. Hein, qui me disent attention, ça c'est pas clair, ça voilà. Et notamment certains vont voir les notes de bas de page pour voir que si elles sont bien mises, etc. Enfin, c'est tout le travail. Et le travail est d'autant plus vérifiable que justement, on met des notes de bas de page qui renvoient aux études dont je me sers pour appuyer mon raisonnement. Chose qu'il n'y a pas du tout dans les vidéos de Julie Couvreur ou de Russe mais pas du tout. On ne peut pas vérifier rien du tout. Rien n'est vérifiable, tout est sorti comme ça, à la volée. Hein. Alors, quand on les connaît, ces vidéos, on finit par retrouver, on sait d'où ça vient. Voilà. Et puis, il y a des techniques qui permettent de retrouver, en réalité, comme c'est des plagiats chez Julie Couvreur, de retrouver d'où ça vient. Mais surtout, on sait parfaitement d'où elle a tiré tel élément, puisqu'on a aussi lu le livre des pseudo-archéologues, et qu'elle ne se sert quasiment que de ça. Donc c'est facile, hein.
Ok, donc Julie Couvreur, pardon, a fait une vidéo qui s'appelle Ma réponse à la zététique. Donc la zététique, à l'occurrence, c'est nous, hein, je pense que. Enfin, moi, j'ai vu notre vidéo directement. Alors la zététique, c'est le gros mot à la mode de tous les chercheurs alternatifs. Je sais pas enfin, ça n'a aucun sens. C'est le gros mot à la mode. Nous sommes des zététiciens, donc nous sommes des super méchants de la mort qui tue. Dans cette vidéo, donc elle nous traite de zététiciens. Je rappelle, c'est pas une insulte, hein. C'est pas du tout une insulte, c'est un mouvement intellectuel. Je sais pas comment on peut résumer ça. Oui, la zététique, c'est un terme au départ qui est grec. Au départ, la zététique, c'est un mouvement plutôt, c'est un champ de recherche scientifique mis en avant par Henri Brock, qui cherche à expliquer les phénomènes paranormaux par la science. C'est ça. En gros, quelqu'un vous dit qu'il est médium, eh ben très bien, on vérifie. Et donc, on fait des expériences. Hein, et on prend 50 médiums, on leur fait tirer les cartes du tarot. C'est ça. Et puis, s'ils arrivent au même résultat, on fait de manière expérimentale. Au départ, c'est ça. Et puis, petit à petit, le terme a été modifié pour être, à mon sens, dévoyé, hein, pour dire que c'est le doute. Hein. Bon, mais c'est pas ça. Hein. Et puis, c'est devenu, pour les pseudo-archéologues et les pseudo-historiens, et les pseudo-chercheurs en général, une insulte générale, hein, un mot valise, qu'on appelle un mot valise, hein, qui place tous les vérificateurs, tous les débunkers dans la zététique. Voilà. Moi, je ne suis pas un zététicien, je ne connais pas, je suis incapable de faire des expériences pour démontrer ou non, ou au contraire infirmer des problèmes de sciences, de choses paranormales. C'est pas mon domaine. Moi, je suis historien archéologue, donc je suis capable de travailler sur l'histoire et l'archéologie, et j'utilise les méthodes d'histoire et d'archéologie. Voilà. Alors, ces méthodes me font parfois sortir un peu du champ. Hein. J'utilise des méthodes d'anthropologie parce que je les ai apprises et que je les ai utilisées, hein. mais je pas du tout les méthodes de la zététique. Donc, le terme de zététicien, c'est un terme valise, ça crée un ennemi. Hein. Nous, on est les gentils chercheurs de vérité, eux, c'est les méchants zététiciens qui sont en doute permanent. Alors, là-dedans, en plus, il y a un renversement assez fort, parce que très très souvent, dans la position des pseudo-chercheurs, hein, on le voit sur les chaînes, tu citais Horus tout à l'heure, recitons-le, hein, on n'est jamais dans l'affirmation de quelque chose, mais uniquement dans l'hypercritique. C'est-à-dire qu'on va critiquer pour critiquer une source sans l'avoir vérifiée. Et on va dire, ah oui, mais les glyphes, ils pourraient ne pas être là parce qu'ils pourraient ne pas être là. Oui, mais c'est pas ça le truc. Hein. C'est, vous prenez les sources qui parlent des glyphes, ces sources, vous dites, j'ai un doute sur ces sources, très bien, mais vous apportez le doute sur quelque chose de concret. C'est ça. Pourquoi j'ai des doutes? Voilà, parce que. Donc c'est plutôt l'inverse. Hein, et donc, c'est le terme de zététicien ou de zététique ici, c'est un mot valise pour créer un ennemi global. Hein, surtout qu'on n'essaie pas trop de préciser, parce que si on vient le préciser, il va falloir parler de nos méthodes, de nos techniques, de nos sources, de nos études, hein, ce que évidemment ils ne sont pas capables de faire. Voilà, donc on n'est pas les seuls. Hein. J'ai vu sur la tronche en biais, c'est exactement la même limonade. Hein. Tout le monde s'en prend plein la gueule. On est tous des zététiciens et c'est vraiment l'insulte suprême. Voilà. Alors ça, je vous le dis, ça n'a aucun sens. Hein. Ça n'a aucun sens. Donc la zététique, un gros mot. Elle dit que nous avons menti. J'attends toujours les preuves, toujours. Qu'on a un discours diffamatoire. Alors je le répète, moi j'ai vu la vidéo 30 fois pour pouvoir la monter. Jamais on n'a été ni méprisant ni. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai posé la question autour de moi. Si une vidéo n'est pas diffamatoire du tout. Non. Ah non, mais si elle considère que la traité de menteuse est diffamatoire, ok, très bien, ça, ouais, acceptons-le. Mais dans ce cas-là, allons-y. Elle dépose plainte et nous allons montrer que de toute bonne foi, elle est menteuse. Voilà. Et nous le montrons par notre travail. Donc, elle fait une définition de la zététique dans les premières minutes de la vidéo. Donc, elle fait une définition tout à fait classique. Et après, elle résume ces définitions. Donc, en bref, je cite, « Les zététiciens sont un petit groupe d'individus hargneux qui semblent passer leur journée sur les réseaux sociaux afin de dénicher toute personne ayant l'audace d'affirmer que l'histoire académique présente des lacunes. » Donc, ça, c'est son résumé, c'est sa vision de la zététique. Alors, je ne passe pas mes journées sur Internet à chercher les pseudo-chercheurs. Je les connais bien, les pseudo-chercheurs. J'ai pas besoin de les chercher. Je les connais très bien parce que j'en ai fait partie, messieurs, dames. Après, elle dit que les zététiciens sont divisés en deux groupes.
les méchants sans diplôme. Madame Couvreur, je vous salue bien. Je vous salue bien. Et les méchants avec diplôme, mon cher Alexis, qui mentent, qui passent leur temps sur le net, qui sont des historiens ratés. Bon, alors... Voilà, des historiens ratés. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un historien raté ou un historien pas raté. Est-ce que, je ne sais pas comment on considère, est-ce que toi, qui travailles avec avec des années d'études derrière, enfin bref, c'est encore des attaques personnelles complètement bidons, que nous avons peur de la vérité, mon cher Alexis. Non, en fait, on a peur des mensonges, on a peur que les gens deviennent complètement débiles dans 100 ans à cause des gens comme Gilles Couvreur. Voilà de quoi on a peur. Alors, il faut revenir encore une fois sur ce terme de vérité. C'est brandi comme étant l'élément suprême, on aurait peur de la vérité. Mais il n'y a pas de vérité en science, il n'y a pas de vérité en histoire. La vérité, c'est pour les croyants. Les gens qui y croient, ils pensent qu'il y a une vérité. Voilà. Les gens qui ont la foi, ils pensent que Dieu existe, c'est leur vérité. C'est ça. Et c'est pas démontrable. Il y a ce qu'on appelle des faits établis, c'est le terme qu'on emploie, il y a des faits établis. Si effectivement un site est daté de 6000 avant notre ère, on sait qu'il y avait des occupations humaines à 6000 avant notre ère, c'est un fait établi jusqu'à preuve du contraire. Et si on trouve un site qui est fait de 8000 avant notre ère, et ben voilà, on a modifié cette chose. Bon. Et là, ça veut dire que tout le raisonnement historique qui est derrière va être changé. C'est ça. Mais penser qu'il y a des vérités établies en histoire et qu'elles sont intangibles, c'est totalement faux. L'histoire a modifié ses paradigmes et le modifie encore de manière extrêmement régulière, sur un certain nombre de choses extrêmement variées, que ce soit l'histoire antique, médiévale, moderne ou contemporaine. Enfin, c'est des choses extrêmement larges. Mais il y a en revanche des faits établis qui permettent, grâce à toutes ces preuves et tous ces éléments, d'établir des consensus, c'est-à-dire un état de la recherche à un moment donné sur lequel on s'appuie et qui est modifiable. Et il est modifiable parce que justement, il peut y avoir d'autres éléments. Quelque part que les méchants archéologues pseudo-zététiciens cacheraient quelque part. Pas du tout. Nous, on étudie les sociétés anciennes, on les travaille, on essaie de comprendre comment elles fonctionnent et on établit des connaissances solides, fondées sur des sources, et pas fondé sur la lecture d'un médium mort en 45. C'est ça. Et encore une fois, je vous rappelle que moi, je suis amateur, je ne suis pas historien, je n'ai pas de diplôme, j'ai niveau 5e. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est que j'ai lu, tout simplement, et que je n'ai pas de doute sur les livres d'histoire et sur les historiens en général. Voilà. Donc c'est important de le dire. Et si tu as un doute, tu en lis d'autres pour croiser les sources et pour vérifier. Ah bah des doutes, j'en ai tout le temps. Je veux dire, enfin, des doutes, des questions. Tout simplement. Des doutes, j'en ai pas toujours, mais des fois j'ai envie de juste un élément, une phrase me dit tiens, c'est bizarre ça, ou tiens, j'ai vérifié ce coffre, ou machin. Voilà, absolument. Donc nous n'avons pas peur, je vous rassure, Madame Couvreur, nous n'avons pas peur du tout. Après, elle nous fait une petite psychologie à 2 balles, alors à 2 balles en francs, messieurs dames, parce que là c'est au ras des pâquerettes. Et après, elle fait enfin ses corrections. Voilà. Ses corrections. Ajoutons que sa psychologie à 2 balles, c'est du plagiat parce qu'elle l'a pompé sur Wikipédia. Elle relit la page Wikipédia. Voilà, bon, elle fait ses corrections. En fait, elle fait les corrections d'Aurélien Roland. C'est ça. Elle relit elle reprend les corrections. Ce qui est très intéressant, parce qu'elle reprend les corrections d'Aurélien Roland, ça veut dire qu'elle a lu les corrections d'Aurélien Roland, mais ça ne veut pas dire qu'elle a lu les livres en question. Contextualiser ses sources, parce que c'est également très ça qui est important en fait. Absolument. C'est pas seulement les citer, c'est seulement les lire. Il faut les lire et les comprendre. Bien sûr. Et les mettre dans leur contexte. Encore une fois. Parce qu'un contexte de 1800 ne va pas être le même contexte qu'au XXe siècle. Pas du tout. Du tout. Donc elle a repris les erreurs qu'Aurélien a publiées sur sa page, mais elle nous a pas parlé de la stèle de l'Inventaire, ni du papyrus Westar, ni de René Guyon, ni de Pline, ni de la vidéo Les Mystères du Grand Sphinx, ni de Robert, j'arriverai jamais à le prononcer, Robert Schoch, comment s'appelle-t-il Oui. De Thomas Shaw, de George Andrews Reiners, de Mark Lenners. Voilà. Non.
Tout ça, rien, zéro, voilà. Non, rien, zéro. Donc, ce qu'elle a cherché ou pas, je ne sais pas. Moi, je pense qu'elle s'est contentée du post de Facebook C'est ça. et puis elle a fait sa petite vidéo avec trois quarts d'insultes entre guillemets. Et puis le reste, c'est de Aurélien Roland que je remercie encore. J'attends toujours une vidéo sur les glyphes, les marques de maçon des grandes pyramides. J'attends toujours une vidéo sur les pyramides à test. Hein. Donc, elle a toujours pas sorti. La faute d'orthographe, on sait toujours pas s'il y a faute ou s'il n'y a pas faute, d'après Julie Couvreur. Donc sur mes vidéos, je mets toujours mon adresse email et je mets toujours mon Messenger. Je n'ai eu aucun message sur toutes mes vidéos. J'en suis à plus de 10 vidéos sur ma chaîne, que ce soit sur le maître ou je n'ai jamais eu un seul concardement sur mon adresse email pour me dire voilà, moi je connais des faits que tu ne connais pas et je vais t'apporter la vérité alternative. Donc je n'ai rien. N'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse email, n'hésitez pas à me contacter par Messenger pour m'amener enfin des éléments. Oui. Alors, as-tu quelque chose à rajouter sur les éléments? Après, on va parler quand même des commentaires, parce que je pense que c'est extrêmement important. Non, j'ai absolument rien à apporter d'éléments. Simplement le fait que très clairement, à travers cette vidéo, Julie Couvreur montre que, encore une fois, elle n'a pas lu les sources et qu'elle n'est même pas capable de nous répondre en disant moi j'ai lu les sources et vous êtes trompé, mais elle est obligée de passer par le truchement de quelqu'un pour nous montrer qu'on s'est trompé. Ça fait pas très sérieux et ça fait pas très solide. Alors il faut quand même, j'allais oublier de le dire, il faut quand même que j'ai contacté Madame Julie Couvreur par Messenger. Je lui ai envoyé en tout, je crois, 4 messages pour l'inviter sur ma petite chaîne à venir discuter avec moi ou avec nous. Et elle n'a même pas lu mes messages, c'est-à-dire que l'icône n'est pas cochée. Donc j'ai écrit à Didier Coyac, qui est son ami, et lui m'a répondu: de toute façon, on est trop méchants, elle veut pas discuter avec nous, on est trop hargneux, on est trop méchants. C'est connu. Fin de discussion. Koyak aussi m'a répondu, hein, voilà. Depuis, il m'a banni, donc je peux plus lui répondre. C'est dommage parce que je pouvais lui envoyer les textes de Wise, hein, le livre de Wise, je l'ai, hein, comme ça il aurait pu vérifier ce qu'on dit sur les glyphes, hein, des chambres de décharge. Bon, mais bon, évidemment, là, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans la manière dont les scientifiques travaillent. Les scientifiques travaillent dans le dialogue, hein, de manière permanente, hein, voilà, et c'est ça qui est essentiel. Avec les pseudo-historiens, il n'y a pas de dialogue potentiel, hein, parce qu'effectivement, comme ils se sentent attaqués dans leur vérité, qui en fait sont des mensonges, hein, eh bien, au lieu d'accepter le débattre et de modifier le cas échéant, ou nous faire modifier le cas échéant les connaissances, hein, ils coupent le débat et ils nous bannissent immédiatement. Sous la vidéo de Julie Couvreur, il y a des centaines, des milliers de messages de soutien à Julie qui sont limite cuculapraline, hein, on met des cœurs partout. Julie, t'es merveilleuse, t'es magnifique, ta voix est superbe. Enfin, sur le fond, il y a que dalle. Il y a que d'espèces de rêves. Ils sont tous sur un nuage. Et puis il y en a d'autres qui sont pas sur un nuage. Ah, ils sont en plein dans le mépris, dans la haine. Enfin, c'est hallucinant. Vraiment hallucinant. Alors j'ai pris 3 exemples, mais vraiment presque au hasard. Je vais me permettre de les lire, Alexis, si tu veux bien. Je t'en prie. Et après on va vite fait en parler. Chère Julie, devenir la cible des éthiciens est très bon signe. Bon, cela veut dire que vous êtes dans le vrai, alors bravo. Bravo pour votre travail. L'humanité doit se réveiller, mais certains n'ont pas envie. Tant pis pour eux. Il doit avoir une grosse frustration sexuelle, ce qui fait d'eux de parfaits connards à petite quéquette, ou une libido proche du zéro absolu. Alors voilà, c'est un petit résumé, mais ça tourne à peu près autour de ça. Hein. C'est une théorie que certains chercheurs en psychosocial en psychologie sociale, appellent le métacomplotisme. C'est le complotisme a raison parce que les gens ont des théories négatives sur le complotisme. C'est ça la position. Alors, ça n'a évidemment aucun sens. Hein. Nous, on n'est pas du tout sur la question de savoir si ça doit être des théories bonnes ou mauvaises sur le complotisme. C'est pas notre travail. Moi, je suis pas psychologue chercheur. Hein. Je suis pas chercheur en psychologie sociale. Hein. Je m'en sers comme instrument de recherche, mais c'est pas du tout mon domaine. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et qui évidemment la plus importante, hein, c'est que c'est pas parce que on les critique qu'ils sont vrais. On les critique pas parce qu'ils sont vrais. On les critique parce que ce qu'ils disent
n'est fondée sur rien, ne dépend d'aucune source, d'aucune étude solide, hein, et c'est de l'invention. Voilà. Et pour prendre le cas de Julie Couvreur, on sait parfaitement. Elle a relu les livres de Deniken, de Charroux et autres, hein, et elle les recrache. Voilà, elle recrache les trucs. Et il se trouve que, bon, je les ai aussi lus, hein, les livres de Charroux et Deniken notamment, hein, et puis d'autres. Hein. Donc même parfois, je vais chercher des choses qui sont avant Charroux que Charroux utilise. Hein. Bon, Deniken pompant sur Charroux, c'est un peu différent. Bon, mais il faut commencer par vérifier ça. Est-ce que ce que dit Robert Charroux dans ses ouvrages est vrai et efficace et vérifié? Ben, on commence par ça. La réponse est non. Hein, on vous le dit tout de suite. Hein. Je veux dire, si Madame Couvreur nous démontre que les positions de Robert Charroux sont exactes avec des sources solides, hein, là je crois qu'elle est en Amérique du Sud justement sur les traces de Robert Charroux, eh bien on en discutera et si on s'est trompé, on lui dira. Mais si c'est uniquement recracher des choses comme ça, bah non, elle ne prouve rien et elle n'est pas dans le vrai. Au contraire, elle essaye plutôt de répandre des choses qui sont fausses, hein, de manière globale. Et concernant l'humanité doit se réveiller, tant pis pour eux, tant pis pour vous en fait, mesdames, messieurs, parce que c'est vous qui dormez en fait. C'est parce que en lisant les sources, vous êtes réveillés direct en fait. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais encore une fois, c'est de la version accusatoire. Mais bien sûr. Je comprends pas que, prenons l'exemple de l'Égypte ancienne, hein, que ces gens qui sont passionnés par l'Égypte, enfin ils disent passionnés par l'Égypte, n'ouvrent pas un manuel d'égyptologie. C'est ça. Enfin, je veux dire, là, on a 2-3 manuels qui sont sortis. Moi, je pense par exemple à celui chez Belin, à Gut, avec plein d'images, plein de photos, il y a des cartographies, c'est extrêmement plaisant à lire, extrêmement agréable. Qui lisent ça? Et puis, s'ils considèrent que les égyptologues qui ont travaillé là-dedans se trompent parce qu'eux, ils ont des meilleures sources, mais allez-y, publiez des articles. Moi, il n'y a aucun problème. Hein. Et je pense que les archéologues, ils seront un peu chafouins de s'être plantés, parce que ça, en général, ils n'aiment pas trop, et personne n'aime se tromper. Mais si on apporte des nouveautés, ils seront ravis d'acquérir sur les nouveaux paradigmes. Donc, si on n'est pas fait d'égyptologie, moi, je pense que là-bas, c'est quand même d'ouvrir un livre d'égyptologie. Voilà. C'est ça. Et nous sommes bien éveillés. Enfin, nous sommes vraiment bien éveillés. Moi, j'ai pas l'impression de dormir toutes de mes journées. Vraiment pas du tout. Enfin, sur le monde, même en général, sur ma vision du monde, je n'ai pas l'impression de m'endormir. Pas du tout. Pas du tout. Et puis le dernier, c'est les insultes, hein, petite quéquette, machin, bidule. Alors ça, c'est. Voilà, ok. Je veux dire, quand on est là, normalement, à marquer ça dans les commentaires, c'est que, je sais pas, il y a un souci quand même, Alexis. Je veux dire. C'est aucun argument. C'est toujours le même problème. Hein. L'attaque à Tominem ou à Personam, hein, c'est l'attaque de ceux qui n'ont aucun argument. Comme j'ai pas d'argument sur l'idée elle-même, j'attaque le porteur de l'idée. Voilà. Et comme je vais essayer de l'insulter et de lui faire des choses un peu graves, on va l'attaquer sur des choses un peu sales, quoi. C'est ça. Sur sa libido, voire sur l'orientation sexuelle, voilà, alors que ça n'a aucun sens. D'abord, ils en savent rien, voilà, c'est la première chose, et la seconde, ça montre vraiment qu'ils n'ont aucun argument. Je voudrais juste rebondir sur un autre commentaire qui a été fait sur une des vidéos, où on était carrément dans la menace. On est carrément un long commentaire qui a été fait, alors qui est par rapport à tous les sens, qui est quand même une menace, expliquant que, en gros, on verrait ce qu'on verrait, que nos adresses traînent quelque part, et que, en gros, on s'en prendra nos personnes. Donc, on en est au-delà de simplement l'insulte, hein, on est aussi à des choses qui sont des menaces directes, hein, physiques, hein, qui sont quand même assez réprimables. Hein. Alors, si les pseudo-chercheurs estiment que c'est une bonne manière de discuter et d'engager le dialogue, ou même de répondre sans engager le dialogue avec des gens qui ne sont pas d'accord avec eux, il faut qu'ils nous le disent, hein, s'ils trouvent que si c'est légitime. Hein, il faut qu'ils nous le disent. Nous, on ne fait pas ça. Hein, on ne menace pas les gens, ni physiquement, ni on les insulte. Hein, on répond à leurs idées. On répond et on montre que la manière dont ils travaillent et la manière dont ils évoquent les idées, elles sont fausses et elles sont non fondées et que c'est la plupart du temps des choses fausses, très souvent des mensonges et assez souvent des plagiats.
Voilà, alors on a eu des petites menaces de mort, entre guillemets, hein, des menaces de tabassage. Ouais. Voilà, ça vole pas haut, hein. En tous les cas, Non. ça vole pas haut. Pour conclure, j'ai arrêté, de toute façon, vous allez lire les commentaires en fin de vidéo, vous allez vous rendre compte par vous-même. Donc, conclusion de tout ça, c'est qu'on doit être rigoureux dans le travail. Je pense qu'on a été relativement rigoureux. On s'est trompé et on fait cette vidéo aujourd'hui justement pour dire qu'on s'est trompé grâce à, j'ai oublié son nom, Aurélien Roland. Je remercie encore. On a pu faire cette petite vidéo. Après, moi, très franchement, j'aurais pas eu le post sur Facebook, j'aurais pas vérifié notre vidéo. Très franchement. Alors, Donc, il y a plein de choses. D'abord, je pense que c'est très bien cette vidéo, cet exercice qu'on a fait de répondre rapidement. Hein. Effectivement, à l'arrache, on l'a fait vite et je me rappelle très bien de communication, très rapidement on a fait des choses, mais je pense que c'est un très bon exercice hein, en une semaine d'être capable de répondre là-dessus, de vérifier les tirs. Et être capable de vérifier ce que dit Julie Couvreur en une semaine, ça veut dire que vraiment, il n'y avait pas grand-chose de solide chez elle. Bon. Ensuite, effectivement, quand on vérifie vite, on peut passer à côté de choses et on fait des erreurs. Et on le dit, on le redit et on continue à le dire. Hein. Les gens ont vérifié, et c'est très très bien que c'est vérifié. Et là, on a fait aussi notre travail de scientifique. Eh bien, on s'est trompé, on le dit, et on corrige. Hein, et c'est extrêmement important, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que cette vidéo du matin, de ce matin est tout à fait importante, parce que justement, ça nous apporte à corriger nos erreurs, à faire avancer nos connaissances, parce que là-dessus on a avancé nos connaissances, et puis de montrer qu'effectivement notre raisonnement était solide, mais qu'il faut, même quand on va vite, essayer d'être plus rigoureux, et ça nous arrivera sans doute de nouveau de nous tromper. Enfin, moi, ça m'est arrivé en conférence de me tromper d'un nom, parce que je suis dans le feu de la parole et de la connaissance, hein, et je ne suis pas en train d'écrire un article dans lequel 5 fois je vais relire des choses, mais ça fait partie des choses. Hein. Il faut accepter de se tromper, et surtout, il faut accepter de se tromper, parce que seuls ceux qui pensent détenir la vérité n'acceptent pas de se tromper et restent dans leur blocage et dans leur croyance de vérité, qui est en fait une totale méconnaissance et parfois même une totale ignorance. Voilà, et nous l'avons dit, enfin je l'ai dit plusieurs fois sur le chapitre 1, nous pouvons nous tromper, nous avons peut-être fait des erreurs, et c'est honnête, en fait, tout simplement. Bien sûr. J'ai pas fait ça pour me cacher, j'ai juste fait ça par honnêteté. Au contraire. C'est important. Au contraire. Alors, il y a toujours mon adresse email si vous avez des preuves enfin que les Atlantes ont construit des grandes pyramides. Les petits gars, je vous attends, enfin, parce que ça fait 12 ans que j'attends, je le répète encore, 12 ans. Il y a Will William, mon messenger. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Vous allez retrouver en lien sous la vidéo la vidéo sur la zététique de Julie Couvreur. Le chapitre 1, le chapitre 2, que dire de plus? Vous vous abonnez si vous avez envie, évidemment. Et puis j'en ai fini. Moi aussi, ça tombe bien. Amis public, à plus dans le bus. Et puis, Alexis, merci encore. Je t'en prie, William, avec grand plaisir. Et puis, on va travailler sur d'autres sujets. On a d'autres choses en place et on va continuer à avancer. Mais d'ailleurs, il n'y a pas un article sur les Vimanas qui devrait sortir Il y a un article sur les Vimanas. Comme je n'étais pas vraiment dans le coin des Vimanas, j'ai un peu arrêté, mais ça va arriver. J'ai quasiment terminé. Donc voilà, l'article sur les Vimanas, effectivement, chez Julie Couvreur, hein, où on voit encore une fois qu'elle a pris un livre, qu'elle l'a pompé et qu'elle n'a rien vérifié derrière. Hein. C'est un peu dommage parce que c'est assez intéressant de vérifier et de ne pas s'appuyer sur des histoires qui sont assez anciennes en fait. Hein, parce que ça provient d'ouvrages qui datent de la fin du 19e, début du 20e siècle. On a fait des progrès en sciences depuis. D'accord. Eh ben, si tu veux bien, on en reparlera sur ma petite chaîne. Avec grand plaisir. Hein, pour un chapitre 3, sur Julie Couvreur. Absolument. Voilà, merci Alexis. Je t'en prie. Ciao à tous. Ciao, à bientôt.